Allez, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce conseil municipal du 7 novembre 2022. On va vous faire passer le tableau de signature. On va pouvoir commencer par l'approbation du compte-rendu de la séance précédente. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au compte-rendu qui vous a été transmis? Pas de questions. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. On va pouvoir passer tout de suite à la première délibération. Les pouvoirs, excusez-moi, les pouvoirs, je suis désolé. Lucie Nivol donne pouvoir à Benjamin Gestaldello. Noël Leca donne pouvoir à François Boucli. Et on a un autre. Et j'ai les parties. Qui a la feuille de signature? Ah oui, Sevgi Pinarbazi qui donne pouvoir à Besma. C'est OK. Allez, première délibération. Attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'une ombrière photovoltaïque. Je passe la parole à Philippe Latour. Merci, bonsoir à tous. Donc vous avez parcouru la délibération. Donc nous avons fait passer une publicité pour une mission de maîtrise d'œuvre pour le projet d'une ombrière photovoltaïque sur le parking de la salle Vercors. Vous savez peut-être, vous vous rappelez, on avait parlé des projets d'ombrière. On avait évoqué 3 projets d'ombrière. Donc il va y avoir 2 projets d'ombrière qui vont être confiés au Val du Dauphiné dans le cadre du plan Planète, et une ombrière que nous souhaitons réaliser en propre, et notamment dans un but d'autoconsommation. Donc il s'agit de celle-ci, donc qui sera installée sur le parking de la salle Vercors. Donc suite à cette publicité, nous avons reçu 5 réponses de différents bureaux. Donc vous avez vu la synthèse dans le document qui était joint à la convocation pour ce conseil. La notation s'est faite pour 40% en fonction du prix et 60% en valeur technique du dossier. Donc sur le tableau d'analyse, donc vous avez les 5 sociétés répondantes. Sur ces 5, 3 sociétés se détachent, arrivent ex aequo, la société Citelia et la société Texol, donc avec un total de 85 points. La 3e société est la société APEM qui arrive avec 80 points. Donc on a a priori, on n'a pas trop de soucis sur la qualité technique des réponses, sur la rigueur du suivi, du travail, etc. C'est vraiment 2 bureaux, Citelia et Texol, qui sont performants, qui ont des références en matière de photovoltaïque, en matière de photovoltaïque public, en matière de photovoltaïque public et autoconsommation. J'ai de l'écho, c'est bien. Donc vraiment le choix va s'arrêter peut-être sur des critères qui seront peut-être moins techniques et plus prix. Je peux vous donner éventuellement un détail sur la valorisation. La société Citelia totalise 47 points sur 50 sur la notation technique. La société Texol, 45 points. En matière de prix, en revanche, la société Citelia a 30 points sur 40, la société Texol a 40 sur 40, puisqu'en fait elle est à 38 000 €, alors que Citelia est à 51 400. Après, sur le dossier lui-même, sur le suivi, sur les propositions, on est vraiment sur des choses très comparables. La seule petite différence qu'on peut noter, c'est que la société Texol n'intègre pas de bureau d'études dans ses équipes. Donc si on travaille avec elle, la société Texol aura recours à un bureau d'études extérieur. Mais c'est la seule différence notable que je peux partager avec vous. Pour le reste, on est vraiment sur des choses équivalentes. Si vous avez des questions sur ce dossier, sur les critères, n'hésitez pas.
Oui, toutes les sociétés ont déjà fait des réalisations, que ce soit des ombrières comme on veut les faire sur des parkings, que ce soit des panneaux solaires sur toiture. On a vraiment des références qui sont comparables. Les sociétés, elles sont plutôt locales, hein, puisque je crois que Citelia doit être au mode Servolex et Texol doit être Grenoble. Donc on est vraiment sur des acteurs locaux, donc c'est aussi plutôt bien. Donc il faut juste départager les deux ce soir. Donc on va peut-être faire un vote à main levée si vous le voulez sur Citelia et Texol pour départager. À moins que préférence du sol. Texol, ouais. Qui serait plutôt pour Citelia? Ouais, Savoie contre Isère. Bon, Texol pour remporter la décision, 38 000 € au lieu de 51 000. Voilà. Ouais, ça fait une petite différence non négligeable. Après, effectivement, on aura des frais de bureau d'études, mais qui sont fixes dans les deux cas. En effet, on peut voir aussi au niveau des réalisations et puis des effectifs, où on voit que Texol est une société qui apparemment a quand même deux solides références et puis des effectifs assez fournis, parce que 29 techniciens et plusieurs ingénieurs. Sans enlever aux autres, et notamment Citelia, qui, tout en étant plus petite, a pas mal de réalisations et peut-être plus locales. Mais en tout cas, aujourd'hui, par rapport aux chiffres et à ces 13 400 € d'écart, ce qui représente pas loin de 25-30%, hein, il serait peut-être intéressant de faire confiance à la société qui est instruite, qui est Texol. Non ? Hein, ça vous semble cohérent ? Très bien, ok. On propose donc Texol vote ce soir. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. merci également. Délibération suivante. Numéro 2, validation d'avenant au marché de travaux de rénovation de l'immeuble de la Contessière. Et on laisse la parole à Didier Buisson. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, immeuble de la Contessière, nous avons des avenants à valider ce soir concernant l'entreprise de maçonnerie Sauget. Comme vous pouvez le lire, à valider le chantier de rénovation. Il s'est avéré nécessaire de reprendre les réseaux de desserte de l'immeuble en eau usée et eau potable et réseau sec pour un montant hors taxe de 5 845 € pour le lot 3 gros œuvres. Donc on va rester sur ce lot 3. L'entreprise Sauget était à 146 367,50 € hors taxe. L'avenant de 5 845 €, ce qui nous porte le marché à 152 211,50 €. Et puis le deuxième avenant, c'est concernant la société Ribaud, menuiserie extérieure. Nous avions opté pour des menuiseries en PVC blanc, qui étaient un peu moins cher que la menuiserie en aluminium, sauf que dans les montées d'escalier, le PVC n'est pas coupe-feu. Donc il a fallu reprendre dans le lot 6 menuiserie extérieure la variante en aluminium et puis la basculer sur la variante PVC. Donc, ce qui nous fait un avenant de 17 513,64 €, ce qui porte le marché à 112 339,36 €. À savoir que à la fin du chantier, il y aura les plus et moins qui seront faits sur les différents lots. Il y a certains lots où il y a des moins, d'autres où il y a des plus. Donc c'est un compte qui sera fait en fin de chantier par l'architecte. Je te laisse la... Des questions voilà. Des questions par rapport à ces avenants, à ces lots techniques. C'est vrai que c'est une grosse réhabilitation comme ça.
Tout à fait, ok. Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Délibération suivante, validation d'avenant au marché de travaux de l'école Tasief. Donc, pour le lot, encore le lot gros œuvres. Donc, il a été. L'avenant, c'est déjà la société Salvi n'a pas arraché les fondations donc, de la deuxième partie qui a été démolie, c'est-à-dire les parties sanitaires. Donc, c'est l'entreprise Gutin-Vézin qui l'a fait. Et ça viendra en déduction du marché de Salvi. Et il a été découvert une cuve à mazout qui était une cuve enterrée. Bon, ça c'est pareil, ça devait être de très très vieux, parce que l'école Tasief était chauffée au gaz. Donc il a été découvert cette cuve à mazout. Donc le lot gros œuvre, l'avenant pour l'arrachage des fondations et le dépôt de la cuve à mazout, un montant de 3100 euros. 3720 euros. 3720 euros. 100 euros hors taxe, tout à fait. C'est là-dessus d'ailleurs qu'il faut qu'on parte sur le hors taxe. Non, c'est TTC 3720. Oui, 3720 en bas. Ouais. Voilà. 3100 euros hors taxe. Voilà, donc en plus la cuve de fioul qui évidemment avait été bétonnée pour sécurité. Donc c'était la grosse surprise quand ça a été découvert, parce qu'il y a un poids assez important. Mais et puis notamment voilà, les fondations qui n'avaient pas été déposées sur une partie du périmètre d'opération de la société Salvi. Donc un avenant d'un montant de 3720 euros, dont une partie récupérée sur un marché. Des questions? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. Délibération suivante, projet A. Proposition de reprise du gymnase du Colombier par la commune des Abrets en Dauphiné. Et là, nous allons laisser la parole à Ludovic le prêtre pour nous expliquer tout ça. Bonjour à toutes et à tous. Ce projet de délibération vient après 3 années de tentatives de discussion avec le conseil départemental pour qu'il reprenne le gymnase. Nous avons reçu dernièrement un courrier de la vice-présidente du conseil départemental qui réaffirmait que le gymnase ne sera pas repris par le conseil départemental. Le collège et les associations, donc le gymnase était fermé depuis la fin de l'année scolaire au 30 juin. La reprise au mois de septembre, que ce soit pour le collège et les associations, ils n'avaient plus l'accès au gymnase du Colombier. Donc, c'est une délibération pour la reprise du gymnase au CIVU pour l'euro symbolique. Il convient de noter que la reprise se fera sans passif, puisque le CIVU n'a pas d'emprunt ni de dette particulière. La question de la reprise se pose qu'au vu de l'état du bâtiment. Monsieur le maire avait mandaté le président du CIVU pour faire cette proposition à toutes les communes du CIVU. Les communes ont abondé dans ce sens pour une reprise par la commune des Abrets en Dauphiné. Ce qu'il faut savoir, tout ça vient de l'année 2019 suite
à la nouvelle carte scolaire avec la construction du gymnase de Chirins, qui a vu des communes appartenant au CIVU partir sur le gymnase sur le collège de Chirins, et d'autres communes arriver au collège qui ne participaient pas aux frais du CIVU. En 2020, une nouvelle clé de répartition a été mise en place où auparavant les communes payaient leur participation 75% sur le potentiel fiscal et 25% sur le nombre d'élèves. Ce qui fait que les communes qui sont parties sur Chirins se retrouvaient avec des participations élevées par rapport au nombre d'élèves. Ces communes ne voulaient plus payer leur participation, ce qui a mis en difficulté le CIVU à l'époque. En 2020, nous avons rechangé la clé de répartition qui se fait désormais au nombre d'élèves par commune, membres du CIVU. Sur des participations de 42 000 € des communes, la commune des Abrets en paye 52% actuellement. Donc, sur l'insistance aussi des élus des Abrets, le gymnase a réouvert aujourd'hui au collège et la semaine dernière à certaines associations. Donc, le projet de délibération, c'est la reprise du fonctionnement et des bâtiments par la commune des Abrets en Dauphiné. Et à partir du 1er janvier 2024, par le biais d'une convention, parce que le temps que la dissolution du CIVU ne sera pas effective, la commune ne peut pas le reprendre directement comme ça. Vous avez des questions ? Oui, alors moi j'ai 2-3 questions. Alors, la reprise du bâtiment en l'état actuel, c'est quelque chose qui va nous coûter très cher sur le long terme. Je voudrais comprendre aujourd'hui quel serait l'avantage de la commune de reprendre cette compétence et de ne pas la laisser au département. Alors j'ai bien compris que le département n'en voulait pas. Pourquoi est-ce que la commune a intérêt à le reprendre? Expliquez-nous pourquoi. Quel avantage financier on y retrouve et comment va se répartir la clé de répartition de fonctionnement financière à l'issue de la reprise. Donc, pour les participations, les communes ne paieront plus. Il y aura toujours les participations du département qui seront refacturées, comme actuellement le gymnase Bayard. L'intérêt de le reprendre, actuellement, si on le laissait fermer, il y avait plus de, on va dire, sur les 600 élèves, plus de 350 élèves abrésiens qui n'auraient pas accès au sport, malgré que c'est une compétence départementale, je suis d'accord là-dessus. Et nos associations, certaines allaient mettre la clé sous la porte aussi, sans créneau horaire. Après, le diagnostic que vous avez eu en pièce jointe, c'était des travaux pour une éventuelle reprise du gymnase pour être aux normes départementales. Il n'y a pas besoin de faire autant de travaux. Effectivement, sur les années à venir, il y aura de l'entretien et quelques travaux à faire, mais pas à hauteur des montants que vous avez vus sur le diagnostic. Si je comprends bien, on ne fera pas payer les communes extérieures qui viendront utiliser le gymnase. C'est les Abrets qui vont payer pour eux. Je prends Ludo. C'est bien ça? Non. Il y a aucune commune qui utilise le gymnase. Elles utilisent le gymnase par le biais des élèves qui sont au collège, comme les élèves abrésiens. Mais également des associations, puisque j'imagine que dans les associations qui utilisent le gymnase aujourd'hui, il y a des enfants qui viennent des Abrets, il y a des enfants qui viennent de Saint-Ondrat, il y a des enfants qui viennent de Pont-Beauvoisin.
comme des adhérents d'associations extérieures. Le judo d'Ost, il y a des Abrésiens qui y vont. On ne paye pas pour le gymnase d'Ost. Pour d'autres activités sur les autres gymnases ou structures des communes proches, on ne paye pas non plus. D'accord. Ce qui veut dire que dans cette délibération, on accepte de payer pour tout le monde, pour tout participant, mis à part le département, qui, eux, va participer puisqu'il l'utilise pour le collège. Actuellement, sur un budget de fonctionnement de 42 000 € de participation qui était réparti aux communes, on en payait déjà plus de 22 000 €. Ça veut dire qu'on en payera 42 000 après avoir délibéré, on en payera 42 000 au lieu de 22 000. Alors, Ludo ? Non. Oui, alors pour revenir un petit peu à la genèse, en effet, il va y avoir une augmentation de charges de fonctionnement pour la commune des Abrais. C'est indéniable, à un moment, il y a un fonctionnement à payer. Il est aujourd'hui 22 000 €. Demain, il sera aux alentours des 40 si les chiffres que nous dit Ludovic sont ceux-là. Et en face viennent en atténuation les recettes. Donc en fait, sur le coût réel moins les recettes, il n'y aura pas d'augmentation de coût. On devrait rester à 22 000 €. On devrait rester à 22 000 € parce qu'aujourd'hui, on est compensé par 20 000 € du département qui vient à abonder. Déjà, le département finance déjà à hauteur de 20 000 €. Je veux dire, non, mais il participe déjà au travers du collège. Oui. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, si on délibère dans ce sens, ça veut dire qu'on accepte de payer non seulement pour les Abrais, mais pour l'ensemble des communes qui aujourd'hui participent. Alors, aujourd'hui, qui participeront plus. Voilà, l'équilibre, tout à fait. Mais l'équilibre, par contre, de l'autre côté, les recettes étaient également réparties sur l'ensemble de ces participations. Et quelles recettes ? Les recettes du département. Aujourd'hui, on a le gymnase Bayard. Le gymnase Bayard, lui, il nous coûte, on touche la fiscalité en direct. D'accord ? Demain, sur le gymnase Colombier, voilà, on sait que nous, on a une charge aujourd'hui complète. Sa charge est de 40 000 €. La commune des Abrais en paye déjà 22 000 actuellement. Okay. Et ensuite, pour aller jusqu'aux 42 000 €, il manque 20 000 €. Et ces 20 000 €, c'est l'atténuation du département. Voilà. Okay. Aujourd'hui, le CIVU, dans la répartition du CIVU aujourd'hui, avant qu'on délibère, là on n'a pas encore délibéré, aujourd'hui, dans la répartition telle qu'elle est faite, dans le CIVU, on a le département qui... Non, admettons que je ne connais pas les chiffres, hein, oui. mais 20 000 € pour la commune, 20 000 € pour le département, et le reste, les autres communes payent quoi et comment ? Et 18 000 €, tu veux dire ? Oui, en fait, voilà. la clé de répartition. Ouais, et ces 18 000 €, ils vont venir d'où ? C'est la commune qui va les financer à la place. On remplit le trou. Le chiffre de départ, il faudra qu'on puisse peut-être vous le représenter. Aujourd'hui, ce qui est dans la clé de répartition actuelle, nous, qui a été proposé en délibération au CIVU, et nous surtout en délibération aux adjoints à la commission association et sport, c'était pour ne pas augmenter substantiellement la charge de fonctionnement. Donc sur le calcul, on est plutôt à hauteur de... Est-ce qu'on a les chiffres exacts ou pas, là tout de suite ? Sur nous, hein, pour qu'on soit plutôt clair. Moi, ce que j'ai compris de ce que vous nous proposez, c'est de payer 20 000 € de plus par an. Non. Reprendre la charge complète. Oui, mais parce qu'on a donné des chiffres qui étaient de. C'est pas 42 plus 20. Aujourd'hui, on a un total de coût de fonctionnement qui est à. Est-ce que vous pouvez, avant qu'on délibère, est-ce que vous nous présentez des chiffres clairs, précis, de savoir qui paye quoi, comment ? Est-ce que ça sera après ? Qu'est-ce que c'est avant ? Qu'est-ce que c'est après ? J'aimerais bien, avant de délibérer, si c'est possible. Donc, actuellement, il y a 42 000 de participation par les communes, 22 000 auteurs des Abrais. Attendez, les communes, c'est qui ? C'est les communes extérieures, c'est pas les Abrais. Les communes membres du CIVU. D'accord, membre du CIVU hors Abrais ou Abrais. Hors Abrais. Ok, on est d'accord. Donc il y a 22 000 €. Il y a 22 000 €, c'est ce que vous me dites ? 22 000, 20 000 des communes, des autres communes. Et bon an, mal an, 60 000 € du conseil départemental. 60 ? On était sur 40, là, on parle de 20, 40, 60. On était sur 42 000 de participation de communes. Et en plus de ces 42 000, il y a une vingtaine, 20 000 bon an, mal an de départements. Alors,
Juste, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, excusez-moi, je suis un peu lent à la comprenette. C'est juste pour... donc, on a aujourd'hui les abris qui payent 20 000, les communes extérieures qui payent 20 000, le département qui paye, dites-moi. 20 000. 20 000. Donc, on est sur un budget, vous me disiez tout à l'heure 40, maintenant on est à 60. Non, mais on parlait des participations des communes tout à l'heure. Oui, vous m'avez dit 20 000 de participation des communes. Oui. 20 000 de la participation des abrais. 22. 22 000, ok. Et 20 000 du département. Donc là, on est sur un budget total de 60 000, on est oui. d'accord. Là, si on récupère le CIVU, vous êtes d'accord qu'on va avoir les 20 000 du département, qui vont rester, puisque c'est l'utilisation du collège, pas de problème. Il va y avoir 20 000 de la commune, toujours, on va rester comme ça, et les 20 000 des communes extérieures, qui aujourd'hui payent, qui c'est qui va les payer? C'est ça que je veux comprendre. C'est là où est justement le calcul. Donc on arrive bien à une augmentation de charges à un moment, enfin à la prise en compte de charges de la commune qui ont en face des compétences, notamment la tonte, le ménage et les interventions extérieures qui sont aujourd'hui payées par le CIVU, donc qui ne sont pas prises en charge par la commune, par les agents communaux. Donc on se retrouve avec une somme globalement de 12 000 euros de nettoyage, je crois, et de 8 000 euros d'entretien de terrain. Si on est par là, un peu moins d'entretien de terrain, hein, c'est plutôt 6 000 euros. Là, vous m'expliquez comment est-ce qu'on dépense l'argent. Donc nous, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment il rentre. Nous, l'idée étant de pouvoir reprendre potentiellement ces charges en interne pour revenir à un équilibre de 22 000 euros à charge pour la commune. En sachant que, attention, si, 12 000 euros de prestations... Vous devrez payer quelqu'un pour aller tondre, quelqu'un pour aller faire le ménage. Exactement. Et donc ça fait 20 000 euros de plus. Et on devra c'est un coût qui est à calculer. Je ne vois pas comment vous pouvez arriver à payer moins cher que ce qui est déjà payé. Ah non, on ne paiera pas moins cher. On paiera pas moins cher, d'autant plus qu'il faut être sincère. On ne paiera pas moins cher. On essaie de calculer un budget qui pourrait potentiellement être équilibre avec les nouvelles recettes du département. Sauf qu'on ne compte pas là-dedans, potentiellement, l'augmentation des fluides, hein, qui va être à répartir. On ne parle pas d'augmentation. Là, juste à budget constant. On imagine. Aujourd'hui, moi, je veux juste comprendre qui va payer les 20 000 euros de plus qui viennent des communes. Est-ce que c'est nous? À un moment, il va falloir que ces 20 000 euros de communes extérieures soient compensés. Mais comment? Par qui? Soit on les paye, nous, parce qu'en effet, on fait appel à de la prestation extérieure. Donc on les paye. Donc c'est les abris qui payent. Et donc on les paye. C'est okay. donc les abris qui les payent. Donc c'est un choix politique. Soit on estime qu'on est capable de reprendre en interne. Mais reprendre en interne. Les compétences. Benjamin, reprendre en interne. Oui. Benjamin, je suis désolé. Quand tu vas payer un mec pour aller tondre, tu vas le payer, c'est l'argent de la commune qui va le payer pour aller tondre. Et potentiellement, le service a été caréné pour intégrer également ces nouveaux espaces, et notamment la section de nettoyage. Donc, la volonté communale... On en vient à la délibération la volonté communale, non plus. C'est pas vraiment... Okay. C'est pas forcément ça, parce que la délibération suivante, elle parle plutôt de choses plus obligatoires. Mais en tout cas, ce qui est dit, c'est qu'aujourd'hui, le système du CIVU est dans une impasse complète. On l'a vu avec plusieurs menaces de blocage. On est arrivé donc à un moment à un blocage et un arrêt, pour refaire un peu l'historique. Le département a été très clair au bout de quelques temps de blocage en disant, de toute façon, le département est très pénalisé par ce blocage, les enfants sont très pénalisés par le blocage, mais il est impossible pour nous de faire une reprise, vu que cela ne s'est jamais passé pour le département et ça engagerait beaucoup trop d'autres reprises. À moins que le CIVU serait en dette pour pouvoir venir reconstruire le bâtiment et le remettre dans un standard que le département puisse accepter. Donc il y avait 3 scénarios possibles, 980 000 euros, 1 400 000 euros et 2 100 000 euros. Non. Alors, attends, mais je refais l'historique. Après, je expliquerai et j'affirmerai la volonté des élus là-dedans. Partant de là, les élus du CIVU, les représentants du CIVU disent non, nous, on n'investit pas. De toute façon, ils ne payaient déjà pas leur cotisation et leur quote-part, donc c'était déjà très compliqué d'arriver à faire fonctionner l'équipement. Donc, à partir de là, ils maintiennent la décision de fermeture.
Nous, après discussion avec le département, discussion avec l'éducation nationale, discussion également avec les associations, on s'est vite rendu compte qu'on serait dans une impasse et donc qu'il allait falloir trouver une solution pour pouvoir faire en sorte que les habitants et les élèves des Abrais aient une solution. Nous, on administre aujourd'hui les élèves des Abrets en Dauphiné, on n'administre pas les autres élèves. Donc, partant de là, est une solution. Le choix a été fait par la commune de se dire, bon, potentiellement, cet équipement, aujourd'hui, quelle durée de vie il a par rapport au diagnostic? On nous dit qu'il y a 980 000 € de travaux à faire pour rentrer dans un certain standard. Mais par contre, les travaux nécessaires à la pérennité du bâtiment, eux, ne sont pas très élevés pour les prochaines années. Il n'y a pas de souci, le gymnase ne va pas tomber demain, il ne va pas fermer demain, il ne va pas prendre l'eau demain. Donc il peut durer encore plusieurs années, c'est ce que vient attester le diagnostic. À partir de là, la commune potentiellement peut le reprendre assez sereinement, se positionner pour les prochaines années. Quid du fonctionnement à hauteur de 60 000 €, compensé par 20 000 €, plus 22 000 € de la commune, manque 18 000 €. Là-dessus, les points identifiés, c'est de dire attention, on a 18 000 € parce qu'aujourd'hui, c'est une entreprise. C'est un syndicat extérieur qui le gère avec un mode de fonctionnement de l'achat de prestations qui peuvent être possiblement, aujourd'hui, sans parler de demain, réalisés en interne. Alors certes, il y a en face du coût agent. C'est indéniable. Hein. En tout cas, les élus et la volonté municipale, elle est de dire il faut que ce gymnase fonctionne, il faut que ce gymnase soit ouvert, il faut que le basket continue à vivre, il faut que le volley continue à vivre, et il faut que l'ensemble des associations puissent continuer à exister. Dans quelle mesure demain, je ne sais pas, mais en tout cas, qu'elles puissent ouvrir. Donc la commune et la commission dit, nous, on y va, on assume, et on propose de récupérer ce bien, ce bâtiment, pour l'exploiter. À partir de là, potentiellement, en effet, il y aura un déficit à venir combler. Donc soit on arrive à l'accepter dans notre déficit, et on l'assume en effet, comme tu le dis, soit on décide en face de récupérer de l'argent supplémentaire de la personne qui nous abonde financièrement, donc le département, potentiellement, soit d'aller prendre de la ressource ailleurs pour pouvoir équilibrer l'opération. Si on souhaite, bien évidemment, ne pas accepter le déficit potentiel. Voilà. Par contre, l'idée de départ était d'arriver à faire en sorte, bien sûr, qu'on n'ait pas plus aujourd'hui de fiscalité dédiée à ce bâtiment qu'hier. Il y a des incertitudes, il y a des inconnus. En tout cas, la chose dont étaient sûrs les élus, c'est que le statu quo, aujourd'hui, n'était plus tenable. Dans la situation où le SIVU ne veut plus continuer d'exister, la nouvelle clé de répartition, une clé de répartition avait été revue, les communes l'ont acceptée pendant quelques temps, elles n'ont toujours pas payé finalement. Le SIVU ne pouvait plus tourner, ne pouvait plus ouvrir parce que n'avait plus les finances pour. Il a été donc décidé par les élus de le fermer. Et on se rend bien compte que certes tous les enfants ont été pénalisés. Malheureusement, c'est surtout beaucoup retombé sur la commune des Abrais, parce que finalement, quand on est de Saint-Ondrat ou de Valencogne, je ne suis pas persuadé, ou de Virieu, je ne suis pas persuadé qu'on soit vraiment au fait que le gymnase n'appartient pas à la commune, et même si on nous invite à le savoir et qu'on nous le répète, eh bien on a beaucoup de mal à le faire intégrer à tout le monde. Donc à partir de là, c'est vrai que la commune se retrouve dans une situation de devoir prendre une décision, et cette décision a été, notamment au vu de la situation des associations de la commune à ce moment-là, qui allaient reprendre leur saison, des enfants de ces associations qui malheureusement n'avaient plus de sport, n'avaient pas de lieu, et où les coûts de location d'autres gymnases, comme pour Beauvoisin par exemple, étaient annoncés à plus de 8 000 € par saison. Il était important qu'on puisse nous attester de cette volonté. Mais il manquera de l'argent. Potentiellement. Je résume ce que tu viens de dire. Ça va nous coûter potentiellement 20 000 € par an de plus. C'est toi qui le dis. Ça va nous coûter plus. 18 000 €. Ça va nous coûter peut-être plus. Les chiffres, c'est pas de moi. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. C'est vous qui me les avez annoncés. Donc 18 000 € de plus par an. Potentiellement, si on récupère le gymnase, les travaux qu'il y aura à faire, quels qu'ils soient, ils seront une fuite d'eau. Je sais pas. À la charge de la commune. À la charge de la commune. 100%. Subventionné
par les plans sport à la charge de la commune. Du département Après, et de la tu auras région. le département qui donne, comme d'habitude, des subventions pour tout, sauf que normalement, c'est eux qui devraient récupérer le... Non. Ok. Non mais il faut bien qu'on... Attends, Je finis. je suis d'accord avec toi, mais on casse juste le département Ce que je veux à la juste te compétence. dire, Non mais le département... c'est que- Attends, non, je te relaisse. Ouais, Je te relaisse juste sur ça, je suis désolé, parce que c'est vrai ce que tu dis. Le département a la compétence d'éducation sportive. Le département, il est clair avec toutes les communes. Aujourd'hui, la question ne se pose plus, je suis le département, je construis le gymnase, je le fais payer à la commune le même prix que je l'aurais fait payer. Par contre, sur toutes les autres communes, ou les autres, périmètres scolaires de collège, qui ont créé un SIVU, à aucun moment le département ne l'a repris, sauf si ces derniers le remettaient aux normes. Exemple, le collège du Calou, qui a dû coûter à peu près 5 ou 600 000 euros de remise à niveau pour que le département le reprenne. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est certes une compétence départementale, mais le département, il la paye parce qu'il loue l'établissement. Et d'ailleurs, son prix n'est pas fixe. Alors, ok. Juste laisse-moi terminer. Oui, bien sûr. Donc, je reprends. On paye 20 000 euros de plus par an. C'est à peu près ce qui est prévu. C'est un choix politique. C'est vous qui le faites. Je ne remets pas en cause. C'est un choix politique. Mais ça nous coûtera 20 000 euros. Il faut l'annoncer officiellement, clairement, que la participation des communes extérieures, c'est la commune des Abrets qui va la payer. Il faut juste le dire clairement. C'est une réalité. Mais c'est de la vérité. Tu ne peux pas noyer le poisson. Arrête de tourner autour du pot, c'est la vérité. Je ne tourne pas autour du pot. Je me demande si aujourd'hui, quand le SIVU fait 12 000 euros de frais de nettoyage à raison de 2 passages par semaine, de 2 passages par semaine, je me demande bien si la commune des Abrets ne peut pas aujourd'hui le gérer en interne. Certes, il faudra dégager du temps à Jean, mais on paie, aujourd'hui le SIVU paie 12 000 euros de ménage et 5 ou 6 000 euros d'espace vert, en sachant que c'est déjà les cantonniers, les agents communaux, excusez-moi, les services techniques, qui vont aller faire toutes les aides voisinage et tout ça, et que finalement le reste à réaliser n'est que la tonte du terrain. Donc il y a des niches, c'est celles-ci qui ont été prévues. Donc en effet, si on voulait rester sur le même fonctionnement, on resterait sur 20 000 euros de dette à payer, ça c'est évident. Voilà. Ensuite, la question a été de mettre en balance potentiellement ces niches pour atténuer la charge. Une autre question, est-ce qu'on oui. pourrait pas, parce qu'en fait très clairement, aujourd'hui le département n'a pas d'autre solution que d'utiliser ce gymnase pour le collège. Est-ce que nous ne pourrions-nous pas, à ce moment-là, dire au département, ok, vous ne voulez pas reprendre le gymnase, mais à ce moment-là, on négocie mieux que ça. Enfin, je veux dire. Alors, attendez, vous étiez l'ancien maire. Sous votre ancienne mandature... Je pose une question. Sous l'ancienne mandature, vous avez vu comment ça s'est passé, les discussions avec le conseil départemental. En mars 2020, vous aviez annoncé au dernier conseil municipal que vous fermiez le gymnase. Oui. Oui. Donc vous êtes au courant. Nous, après 2 années de discussion, on en est arrivé au même point. Effectivement, le département ne reprendra pas non plus le gymnase. Donc, réellement, c'est un choix politique envers les associations abrésiennes et les élèves de notre commune. Dites-le que c'est un choix politique, mais que ça va coûter 20 000 euros à la commune par an. On s'en cache pas. Ben non, si, au départ, ça a été compliqué de vous le faire. On s'en cache. Mais en réunion majorité, nous en avons parlé. On est au courant. Ah, mais en réunion de majorité, j'y suis pas. Oui, mais là, on vous annonce. Êtes tous au courant, mais moi pas. On prend ce fonctionnement, on en est conscient. Mais c'est quand même pour près de 400 élèves abrésiens. Mais je ne c'est dis pas comme que c'est bien les associations abrésiennes. Ludovic, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je dis juste, mais dites les choses. Mais on le dit, on le reconnaît. Là. Quand je vous ai demandé ce que ça va coûter à la commune, vous m'avez dit rien. On n'a jamais annoncé que ça coûtait rien. C'est le but est là. C'est l'une des décisions qui a été mise au milieu. C'est pas possible. Il y a aujourd'hui des prestations extérieures qui sont à regâcher. C'est là-dessus qu'on a travaillé. En tout cas, potentiellement, et ça, comme je l'ai dit, il se peut
Et il y aura, Après, il y aura politiquement, de toute façon, le choix que vous le fassiez ou pas, c'est pas un problème. c'est pas ça. Je Mais sais, par j'ai contre, bien compris que c'est pas ça ta question. annoncez-le clairement. Oui, oui. Et de toute façon, il y aura malheureusement, dû au coût de l'énergie, à un moment ou une autre, une clé de réparation, il sera à revoir. Ensuite, pour répondre à la question qui était légitime de dire, mais attendez, le département, il y a peut-être une solution pour revoir les choses. En effet, pour être totalement transparent, si on arrive à reconduire tacitement en tout cas sans convention, excusez-moi, l'année N+1 de la fin de contrat avec le département, eh bien, les prix sont libres et fixes. Et à partir de là, c'est en effet le propriétaire qui dit à son locataire quel est le loyer. Voilà. Alors évidemment, c'est une discussion à avoir. En tout cas, l'idée première, elle était morale, strictement morale, pour dire est-ce que là, une commune de 6800, 6700 habitants aujourd'hui ne doit pas se doter d'une politique au niveau sportif, associative et tout ça. Donc, OK, feu, potentiellement, ça peut être intéressant d'y aller. Et ensuite, et là-dessus, Philippe Thiebaud l'a souvent rabattu, attention quand même, parce qu'en effet, il y a du reste à compenser. Comment est-ce qu'on va pouvoir aller chercher cet argent manquant? Donc, soit il y a la possibilité, l'éventualité de récupérer en interne des compétences qu'on exerce déjà en partie, parce que dès qu'il y a un petit problème, un petit couac, c'est évidemment les services de la ville qui y vont régulièrement pour retravailler certains éléments, et notamment on parlait des espaces verts. Et ensuite, eh bien oui, peut-être il restera de l'argent en plus. Je suis pas opposé à la chose. Je sais, non mais j'entends. Je dis juste une chose, c'est que dites franchement, ça va coûter à la commune tant en plus. Parce que c'est tous les ans qu'on va payer ça. Sur 10 ans, ça fait 200 000 euros. Ah mais non mais François, si on ne prend pas de niche d'économie, c'est clair que c'est 200 000 euros sur 10 ans. Si maintenant on vient chercher de l'économie dans le fonctionnement... Après, c'est un choix politique, je le dis. Mais par contre, annoncez-le clairement au départ. Moi, je suis désolé, dans ce truc... Oui, il n'y avait pas de visibilité sur l'impact... C'est une décision qui n'est pas anodine. En fait, je ne sais pas si tout le monde a bien compris qu'en fait, si. Cette décision-là, en fait, elle nous engage sur toutes les années à venir sur des sommes qui ne font pas rigoler. Parce que le jour où il faudra refaire le gymnase, c'est nous. C'est les abrais. C'est personne d'autre. Mais de toute façon, c'était déjà comme ça. C'était le CIVU qui gérait. Mais le CIVU ne gérait plus, il faisait plus d'investissement. Alors après... alors effectivement, on a fermé à ce moment-là à cause de ça. Oui, mais il y a un moment donné, voilà, il faut juste être conscient de ça. François, mais c'est ça qu'on n'a pas dit. Non, mais je ne tourne pas autour du pot, parce que vraiment la consigne a été donnée de reprendre cet équipement pour le bien de l'administré, des associations des enfants, et notamment dans un cadre de dépenses totalement encadré, excusez-moi, je me répète, mais voilà, de pouvoir définir une ligne budgétaire dont on ne fera en sorte de ne pas déroger. Maintenant, il y a une incertitude nouvelle qui est le coût de l'énergie. Quoi qu'il en soit, le CIVU, lui, aujourd'hui a donné son acte de démission le jour où ils ont dit très clairement sur la table. Au contraire, ils ne vont plus payer. On arrête. Non, mais avant ça, quand ils ont décidé de fermer le gymnase, c'était terminé. C'est fermeture, dissolution. Donc à partir de là, ils ne paient déjà plus. Fermeture, dissolution. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils vont pouvoir réutiliser sans payer. C'est génial. Évidemment, ils ne vont pas être contre. Mais c'est pas. Oui, j'entends. C'est vrai. Ils vont pouvoir l'utiliser sans le faire. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse les enfants. Le département, ensuite, la commune de Saint-Ondrat, comme la commune des Abrais, dit mais je paye une fiscalité qui est déjà dédiée à ça, auprès possiblement du département et de la location du bien. Eh ben, moi, je pense que ce qu'on a fait, alors, ce qui a été fait, initié par le mandat précédent avant moi, et ce qui a été continué pendant mon mandat, notamment sur la piscine, mais qui à l'époque était municipale avant de devenir intercommunale, je pense que ce moyen d'action est un bon moyen d'action. Alors, c'est pas moi qui l'ai initié, c'est mon prédécesseur. Et je l'ai juste continué, amélioré. Et aujourd'hui, on a terminé en fin de mandat, à moment de la transmission de la piscine, avec un déficit quasiment nul, y compris l'investissement. Ce que je me dis, c'est que pourquoi est-ce que, dans ce cadre-là, on ne pourrait pas, à ce moment-là, faire participer les utilisateurs, d'une manière ou d'une autre,
pour justement compenser le déficit que ça va créer. La commission a choisi de ne pas faire payer à l'heure actuelle les associations sportives. Ou en fonction du nombre de personnes extérieures, parce que la volonté, à la commune des Abrets. La volonté était... alors ça sera potentiellement une piste de travail. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait l'étude. Vraiment, la volonté dans la reprise était celle de pouvoir avoir une continuité dans le sport. Pas de problème. Avoir une continuité dans ne peut-on pas se poser la question de dire, ben voilà, je veux dire, un club X qui a 12 personnes qui viennent de Saint-Ondrat, je donne une commune au pif, 12 personnes de Saint-Ondrat qui participent au club, de dire, ben voilà, vous avez 12 personnes, et que la commune des Abrets dise, ben voilà, 12 personnes, ça correspond à 20 balles par an, j'en sais rien, à la commune de Saint-Ondrat, et on vous refacture l'utilisation du gymnase, directement à la commune. Pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, c'est des choses comme ça qu'on avait essayé de mettre en place. Parce qu'en fait, il n'y a pas de raison fondamentale que les Abrésiens, en Dauphiné, payent pour tout le monde. En fait, c'est de l'équité. C'est juste une question d'équité globale. François, il y a aussi... moi, je peux que dire oui à ce que tu dis, parce que réfléchissons-y. C'est une vérité. De l'autre côté, on avait à une époque une taxation des adhérents et des utilisateurs du boulodrome. On l'a abrogé par choix politique. Moi, je dis aujourd'hui, est-ce que nous ne pourrions pas y réfléchir pour de vrai ? Et à un moment, il y a eu des choix qui ont été faits par le passé, il y a des choix qui sont faits aujourd'hui, qui sont allés dans un sens. La piscine à l'équilibre... Si, quasiment. 15 000 €. On était parti en début de mandat à 150. Le déficit, on a fini à 15. C'est pas tout à fait ce que ça coûte aux Abrets Dauphiné, François. Non, mais aujourd'hui... peu importe. Mais bon, peu importe. Le débat n'est pas là. Le débat est la question que je repose, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question ? Un équipement avec son amortissement, voilà. Moi, aujourd'hui, je pense qu'il peut être intéressant de réfléchir à un moyen, en effet, d'être plus équitable. Le moins... Alors, déficitaire. Le but, c'est ce qui a été demandé aux adjoints, de travailler aujourd'hui sur les niches potentielles, sur le système de fonctionnement du SIVU, qui avait quand même un fonctionnement finalement assez lourd. On a aussi une piste de travail avec l'éducation nationale là-dessus, parce que l'éducation nationale aujourd'hui nous facture aussi une somme. Et donc il y a potentiellement une piste de travail. En tout cas, les pistes de travail qui ont été dégagées, elles sont elles vont dans le même sens de ce que tu dis par rapport aux adhérents et aux associations qui sont utilisatrices. Alors, faire payer aux communes, moi, j'y crois pas. Parce que déjà, quand elles étaient obligées, elles ne le faisaient pas, et elles n'avaient presque aucune obligation légale de le faire à arriver à un certain moment. Donc, alors, aujourd'hui, leur demander de payer, c'est impossible. Quand on a des écoles qui viennent nous dire, vous avez 12 élèves à tel endroit, 12 élèves à tel machin, on paye. On paye pas. Pour le civil, on ne paye pas. On ne paye pas. On paye pour les écoles primaires en classe Ulysse, par exemple, dans des classes comme ça. Oui, en effet. Mais ça, c'est autre chose. Par contre, en école, moi, j'ai été reçu il y a peu de temps par l'adjoint de Pont-de-Beauvoisin, qui est également président du CIVU du collège du Guillon, et qui me dit écoute, tu as 12 élèves, ça me coûte 100 € par élève, tu me dois 1 200 €. Écoute, il n'y a pas de souci, moi je te les paie avec grand plaisir. Par contre, de l'autre côté, idem, tu vas payer pour ceux qui sont de ta commune et qui viennent aux Abrets. Ah il y en a. Ah oui, il y en a. Et au final, la note est à peu près la même. Donc, certes, aujourd'hui, on ne paie pas, nous, pour les enfants de l'extérieur. Eux ne paient pas pour nous. Les communes, par contre, qui sont utilisatrices, elles, ça va être aujourd'hui très compliqué d'aller chercher l'argent. Le seul levier qu'il y a pour valoriser auprès des utilisateurs, c'est les personnes, les associations. Et malheureusement, ça en revient à mettre des associations potentiellement dans une situation financière bancale. Donc c'est là où il faudra être vigilant, évidemment. Si on a un site qui est exploité à titre commercial, là c'est pas la même chose. Mais c'est vrai que cette solution n'a pas été la première envisagée. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sur la table et qu'elle n'y sera pas demain. L'idée a été de travailler sur les niches potentielles, éducation nationale, prestations extérieures, et d'arriver à un déficit mesuré. Je peux pas, François, je peux pas engager sur 20 000 € par an, parce que ça, c'est la somme qu'aujourd'hui aurait payé le SIVU. Demain, avec le travail qui a été fourni, la volonté n'a pas été
d'engager un déficit pareil. Je vous engage, je vous demande, à ce moment-là, on part sur cette solution-là, et je vous demande de faire le travail réellement, et de revenir dans 2 ans, et de me donner les chiffres exacts de ce que ça coûte en vrai. Mais de toute façon, le budget est consultable. À un moment, on l'a ligne par ligne et poste par poste. Alors, tu connais bien le budget, c'est une complexité infernale, sauf qu'il y a des lignes qui rentrent, des lignes qui sortent, et qu'en fait, voilà. Donc c'est facile, il est consultable, mais il n'est pas si simple à expliquer. Je suis d'accord qu'on pourra revenir. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous aurez réussi à faire. Ça m'intéresse. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'en plus avec l'augmentation des coûts, ça m'intéresse. Le coût ne sera pas plus élevé que quand vous avez supprimé les participations des boulistes au chauffage du boulodrome. Ça a été votre choix politique. C'est un choix politique, on l'a assumé. Donc, nous, c'est un choix qu'on assume aussi. C'est très bien, il n'y a pas de problème. Je dis juste, voilà, que ce n'est pas un choix anodin, que la délibération, elle n'est pas du tout présentée dans ce sens-là. On ne parle pas de la part qu'on va reprendre, de la part communale extérieure qu'on va reprendre en interne, parce que temporairement, c'est ce qui va se passer. Le temps que vous trouviez des niches, comme dit Benjamin, c'est ce qui va se passer. On va les payer, les 20 000 de plus. Mais pas de problème, c'est un choix politique. Il n'y a pas de problème, vous l'assumez, je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, dites-le, ça va nous coûter 20 000 de plus. Pendant X années, on ne sait pas, on va chercher des niches pour économiser de l'argent sur tel budget. Ok, pas de problème, faites-le. Non, mais dites-le nous François, clairement. Je peux pas te laisser dire ça. Si on propose aujourd'hui qu'on arrive avec cette délibération devant le conseil municipal, c'est que ces potentielles niches, elles ont été identifiées et possiblement compensées. On peut pas. Alors, dis-moi combien. Dis-moi quoi. Il n'y a pas de chiffre. Je dis. Non, mais attendez. On dit clairement qu'on a aujourd'hui 20 000 € de participation au fluide qu'on paye par tiers à l'éducation nationale. On a 12 000 € qui partent en nettoyage. C'est bon. Non, mais on a 6 000 € d'espace vert. C'est sur ces pistes-là qu'il faut qu'on travaille. Donc, la commission a travaillé, a identifié les points. Certes, ça ne nous coûtera pas rien. Un agent, ça coûte de l'argent. Des fluides, ça coûte de l'argent. Du nettoyage, ça coûte de l'argent. Maintenant, à savoir où est-ce qu'on veut le faire, comment on peut le faire. Et ensuite, à nous d'en prendre la mesure. C'est ce qui a été demandé à la commission. C'est ce qui a été demandé aux associations et à Ludovic. Ensuite, on arrive donc devant vous avec une proposition de délibération pour la reprise de ce gymnase qui permettra aux élèves de continuer à pouvoir se servir de cet équipement, sans doute jusqu'à la fin de l'année scolaire, ou en tout cas jusqu'aux vacances facilement de février ou d'avril, avec convention du CIVU qui va continuer à exister le temps que l'ensemble des communes prennent des délibérations. En effet, la commune, et là où François, je te remercie, c'est que la commune où il devait y avoir du débat, c'était la nôtre, parce que ça n'allait pas être les autres, c'est évident. Donc c'est sûr que ça semble complètement évident de pouvoir en discuter, de le mettre sur la table, nous. La volonté de pouvoir pérenniser cet équipement ouvert pour les élèves, pour les enfants des écoles primaires également, qui y vont régulièrement, et de l'autre côté, pour les associations abrasiennes, a été pris dans le sens de pouvoir récupérer cet équipement en interne et de le gérer nous-mêmes, sans passer par d'autres personnes autour de la table, notamment les membres du CIVU. Et juste peut-être pour entériner le débat, tu sais que tu es cordialement invité à venir travailler sur le sujet dans les commissions. Oui. Donc n'hésite pas. Avec plaisir. Mais je vais avoir un peu plus de... Tu es invité de façon permanente. Tu es inscrit dans les commissions. Gentil. Je te le rappelle. Mais là, je vais venir un peu travailler sur l'urbanisme avec... j'ai eu 2-3 projets intéressants là, que je trouve accompagner. Je trouve que c'est quand même dommage de laisser, au bout de 2 ans, où nous, on a travaillé énormément sur le sujet, etc., de venir en chevalier blanc. Alors non, je ne viens pas en chevalier blanc, je dis juste, attention, voilà. La décision que vous prenez, elle n'a pas sans conséquence. C'est juste ce que je dis. Sauf que ce n'est pas marqué dans la délibération. Juste reconnaître le fait que là, il y a une décision qui est prise. Ce qui tranche un petit peu avec ce qui s'est passé sur les années précédentes. Ouais, bon, alors, ouais. On va passer au vote de la délibération. Qui s'oppose? Non. Oui, non, mais je regarde en général. Qui s'abstient? Je vous remercie. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4. Très bien. 5, 6. Allez.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. Alors, délibération suivante. Ah, voilà une délibération intéressante. Décision modificative numéro 2. Et je laisse la parole à Philippe Thiebaud. Oui, délibération non moins intéressante. Validation de l'avis de France Domaine pour l'achat de la maison du 2 rue Jean Janin. Du 4 rue Jean Janin, hein? Mais au nouvel adressage, ça fait quoi, ça? 75 rue Jean Janin. Allez. Monsieur le maire rappelle la délibération, ça fait du bien de s'auto-flageller avec ça. Monsieur le maire rappelle la délibération 2022-E02 du 21 juillet 2002 qui valide l'acquisition de la maison située au 4 rue Jean Janin, 199 000 € sous réserve de la validation du prix par les domaines. L'avis est joint et valide le prix donc de 199 000 €. Il convient donc de confirmer la délibération du 21 juillet et d'autoriser monsieur le maire à signer l'acte notarié. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette maison qui est située, je vous le rappelle, juste à côté de la maison Gilet, hein, derrière la salle des fêtes et derrière la perception. Une parcelle de 580 mètres carrés qui nous donnera, me semble-t-il, à la vue du plan sur le quartier, pas mal d'opportunités, hein, en sachant qu'une partie de ce plan-là n'est plus est caduque, vu qu'une maison a déjà été démolie. Voilà, là où il y a la souris. Donc cette parcelle, hein, qui comprend la maison côté est et le garage côté ouest, ainsi que le terrain avec la piscine, eh bien, nous donne une opportunité très intéressante quant au devenir du centre-bourg et notamment eh bien des solutions données aux consommateurs pour venir potentiellement s'arrêter sur la commune, trouver de la place et consommer en plein cœur de ville. Donc cette parcelle était, me semble-t-il, à ne pas manquer. France Domaine valide le prix proposé de 199 000 €. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Délibération suivante. « 2022 G06 », voilà. DM numéro 2. Alors, donc, bonsoir à tous. Donc, nous est proposé la délibération suivante, la décision modificative numéro 2, qui concerne le budget de la commune. Donc, la présentation pour laquelle on pourra discuter bien évidemment après. Alors, je vais vous la lire. Le déroulement budgétaire 2022 nous amène à vous proposer aujourd'hui une décision modificatrice qui porte à la fois sur le budget de fonctionnement et sur le budget d'investissement. Alors, pour le budget de fonctionnement en termes de dépenses, alors la principale modification, je suppose qui fera l'objet d'une discussion, c'est la modification du chapitre frais de personnel. On avait budgété à hauteur de 2 150 000. On propose de porter la dotation de frais de personnel à 2 350 000. C'est une dotation supplémentaire de 200 000 €. Alors, pour ceux qui étaient venus à la commission finances du mois de juillet, alors peut-être qu'on va la voir, qui va être affichée, on avait noté ce qu'on pourrait appeler un dérapage important et sur lequel on a travaillé et la commission a été informée. Plusieurs raisons expliquent cette augmentation. D'abord, les revalorisations des rémunérations. Donc, il y a eu l'ajustement des bas salaires de la fonction publique qui s'aligne sur le SMIC. Donc, le SMIC, heureusement pour les salariés, a été augmenté à, je crois, à 3 reprises depuis le 1er janvier. Donc, il y a un ajustement qui est automatique pour ce qu'on appelle les bas salaires. Il y a également la revalorisation de l'indice de la fonction publique. Donc tous les
les rémunérations des fonctionnaires a été augmentée de 3,5% à partir du mois de septembre, je crois. Donc, ça a pesé lourdement sur les comptes de la commune, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Ensuite, on a eu des doublons qui sont liés au remplacement de nos futurs retraités. On a eu des renforts saisonniers. Et puis, comme on a rapatrié pas mal de travail au niveau des services techniques, effectivement, il y a eu une incidence de renfort de personnel. Donc, ce qu'on appelle les renforts saisonniers. Donc, une information a été donnée à la commission des finances de juillet 22. Donc, on s'était penché sur le problème. Alors, je ne sais pas, on l'a pas. Donc, pour ceux qui étaient à la commission, on avait listé tous les postes pour savoir exactement où on en était et quel allait être l'impact budgétaire certain sur les comptes de l'année. Alors ça concerne les frais de personnel, donc une dotation supplémentaire de 200 000 €. La deuxième modification concerne le chapitre des charges à caractère général. Donc on va doter une somme supplémentaire de 59 612 €, qui viennent s'ajouter au budget initial de 1 398 000. Alors, cette année, les frais généraux, les charges à caractère général ont évolué d'une manière relativement défavorable pour toutes les collectivités. D'une part, il y a eu l'inflation, d'autre part, il y a eu des hausses de coûts de matières premières, la papeterie, enfin tout ce genre de choses. Et donc, il y a eu une incidence sur les budgets. Donc, on a doté 60 000 € de supplémentaires. Alors, c'est 612, l'explication viendra après. On a la troisième modification dans le budget de fonctionnement dépenses concerne le chapitre des charges financières. On a ajusté la ligne frais financiers suite au déblocage en juillet du prêt d'1 million qu'on a fait. Donc ça fait des frais financiers de 7 932 € pour porter la ligne budgétaire à 146 000. On a fait ce prêt au mois de juin, débloqué en juillet. On a bénéficié pour une fois d'un taux de banque relativement bas, sachant qu'il a monté quasiment d'1 point au mois d'août. Donc le fait d'avoir anticipé le déblocage de ce prêt nous fait quand même gagner du temps. Je rappelle que ce prêt est destiné à financer les investissements tels que le bâtiment de la Comtessière ou le financement du programme de rénovation de l'école Tasief. Donc pour l'instant, cet argent, on l'a en trésorerie parce que l'investissement n'est pas complètement fini. Enfin, donc, l'investissement, on commence à le rembourser. Donc, le financement de ces modifications budgétaires est assuré par l'annulation de la ligne dépenses imprévues de 259 609 € qui était encore inscrite au budget. À l'origine, c'était 300 000 € quand on a voté le budget en janvier, et on a financé une facture pour à peu près 40 000 €, une facture de l'année dernière qui n'avait pas été comptabilisée. Donc, ce qui fait, c'est que la ligne de 300 000 € qu'on avait mis en dépenses imprévues, eh bien, on l'a consommée par ces trois affectations budgétaires. Alors, bien évidemment, on a des recettes. Donc, en termes de recettes de fonctionnement, nous inscrivons au chapitre atténuation de charges une somme de 16 000 € supplémentaires correspondant à des remboursements des assurances. Quand nos collaborateurs sont en maladie, donc une partie de la charge salariale est prise en compte par les assurances. Donc ça vient atténuer les salaires qu'on verse. Donc on avait déjà prévu 56 000, on avait prévu 40 000,
et on est déjà à 56 000 de récupération. Bon, la comptabilité publique nous interdit de compenser ces deux lignes budgétaires complètement. Alors il y en a une qui a fortement augmenté, mais l'autre, elle augmente également. Donc ça, c'est les modifications de lignes budgétaires. En ce qui concerne le budget d'investissement, donc on a ajusté, on a diminué ou supprimé des lignes et par la création et l'augmentation d'autres. Alors qu'est-ce qu'on a diminué ou supprimé? Donc on a acheté un terrain, enfin on a payé cette année, on l'avait décidé l'année dernière, on a acheté un terrain sur Fitilieu, on a réintégré 10 000 euros parce qu'on avait mis 60 000 euros et en fait ce n'est que 50 000 euros qu'on a payé cette année. Donc on a dégagé 10 000 euros. L'achat du garage azote, là, qui est rue d'Italie, on a annulé les 300 000 euros parce que l'opération chez le notaire, on a du mal à déboucler cette affaire. Donc on l'a annulé pour cette année. Peut-être on la reprendra en 2023. Donc on est en train de regarder les principales dépenses qu'on fera l'année prochaine. On aura une commission finance qui portera là-dessus, et puis on en parlera au moment du débat d'orientation budgétaire. Le parvis de la route du 11 novembre, on avait projeté 50 000 euros. Alors ça, c'est à Fitilieu, devant la résidence à côté de la boulangerie. Donc les 50 000, on les reporte en 2023. On avait prévu une auto-laveuse, on ne l'a pas investie. On a les travaux de la cantine Tabarly, on a diminué le budget de 25 000 euros. Donc la cantine Tabarly, on appelle comme ça, c'est le bâtiment qu'on a acheté rue Jules Ferry. Donc on avait abandonné le premier projet et cette année on a repris le projet, mais sous une autre forme. Pour l'instant, c'est à l'état d'étude. Et donc, on avait prévu 50 000 euros. Et donc, on a annulé 25 000 euros qui seront éventuellement reprises dans un financement l'année prochaine. On avait prévu la réfection du plafond de la trésorerie. Apparemment, c'est une dépense inutile, donc on l'a annulé. On avait prévu une opération façade, aider les habitants à rénover les façades qu'ils nécessitent. Bon, la dotation de 50 000, on l'a annulée cette année parce que la Commission n'a encore pas défini exactement quelle était sa politique, savoir si on participait à la réfection des façades et éventuellement un programme d'isolation ou simplement financer un coup de peinture. Aujourd'hui, la Commission n'a encore pas décidé exactement quel était le choix qui était fait. Donc cette année, il n'y a pas d'opération. Et on a annulé l'opération Microfolie. C'était ce qu'on devait faire avec le ministère de la Culture. On n'a pas conclu sur cette prestation, alors qui éventuellement va être reprise par Agoraguier. Donc une association qui s'occuperait de ça. Alors ça, c'est les diminutions et les suppressions, et les créations et augmentations de lignes. Donc on a enfin fini la cuisine centrale de Fitilieu. Donc il y a eu un dépassement de 30 000, enfin on a remis 30 000 cette année. L'achat de la rue Jean Janin, dont on a validé l'acquisition tout à l'heure, 200 000 euros. On va être obligé de rembourser 65 000 euros de taxes d'aménagement qui avaient été versées par le promoteur à côté de la maison dauphinoise. Donc je crois que c'était la Semcoda, c'est ça. Donc le projet n'ayant pas eu lieu, n'a pas eu de suite, donc on est obligé de rembourser malheureusement. La Semcoda, ça ferait à peu près 65 000 euros. Alors peut-être pas cette année, mais il est possible qu'on soit appelé à les payer cette année. On a continué les travaux à l'école du Mac, la Fitilieu.
Donc on a doté 70 000 euros cette année. La partie capital emprunt de la Banque populaire, donc 10 000 euros. Et le gros chantier qui change un petit peu la vie des Abrésiens, c'est l'adressage. Donc on était obligé de doter de 10 000 euros supplémentaires parce qu'il y a eu beaucoup plus de travaux, beaucoup plus de plaques enfin, on s'est un petit peu planté dans le nombre de plaques. Je vous signale quand même qu'on a changé plus de 2000 numéros et on a créé une cinquantaine d'impasses. Donc c'est quand même quelque chose de relativement lourd. Voilà la présentation de la délibération. Le projet de délibération, vous l'avez après. Donc c'est purement la traduction comptable de tout ce que je vous ai donné. Donc vous retrouvez les chiffres compte par compte, les comptes 70, les comptes 21, etc. Voilà, je suis à votre disposition pour vous donner les renseignements que vous souhaitez. Philippe, vous pouvez, je ne sais pas, donc je demande simplement qu'on m'explique, remboursement de taxes d'aménagement pour 65 000. Eh bien, quand le projet a été déposé par la SEMCODA, quand l'opération qu'il y a eu, la démolition de la maison de retraite, donc la commune a encaissé une taxe d'aménagement, mais le projet était abandonné. Donc, au bout d'un certain temps, il faut qu'on rende l'argent. Donc c'est de l'argent qu'on avait encaissé tout à fait normalement, légalement, et aujourd'hui il faut le rendre puisque le projet était abandonné. Mais ce terrain, il appartient à qui en fait? Pour l'instant, le terrain appartient à la société Territoire et Développement qui porte le terrain et qui cherche à le vendre. D'accord, merci. Donc, si tu veux en parler. Pas spécialement, oui, non, mais donc une opération qui n'a pas pu se réaliser, on rend la taxe d'aménagement. En effet, la société aujourd'hui Territoire et Développement qui n'a pas pu trouver d'opérateur pour continuer l'opération, en tout cas dans les conditions qu'elle lui posait, est prête à envisager des solutions avec d'autres partenaires et notamment la commune pour un devenir sur ce terrain ou ailleurs et pour pouvoir continuer leur projet et leur prospective. Mais quoi qu'il en soit, en effet, malheureusement, on va devoir rendre la taxe d'aménagement qui avait été perçue lors du premier projet déposé par la SEMCODA il y a de ça 4 ans. Voilà. Alors moi j'ai quelques questions. Vas-y. T'es étonné, hein? Quelques. D'abord merci Philippe parce que c'était très clair. Et puis donc j'ai pas participé à la commission finances, mais Noël a participé pour moi et on a débriefé après sur le contenu de la commission et donc je sais ce qui s'y est dit. Cependant, alors sur l'investissement, j'ai pas de questions particulières. Par contre, sur le fonctionnement, notamment sur les frais de personnel, j'ai des questions. Alors, dans mon souvenir, alors vous me direz si je me trompe, c'est possible, j'ai peut-être une mémoire défaillante, mais on avait déjà à l'origine sur le budget gonflé les frais de personnel parce qu'on avait prévu l'investissement par rapport au médecin, à la secrétaire du médecin, etc. Tous les investissements qu'on avait, pas de problème. On avait gonflé déjà très fortement le budget personnel pour pallier, je dirais, à tout défaut potentiel qu'il pourrait y avoir. Là, ce qui m'étonne, c'est qu'en fin d'année, on se retrouve, alors avec des lignes à compléter évidemment, mais pour un montant de 200 000 euros qui me paraît relativement élevé, sachant qu'on a déjà surdimensionné au départ ce budget-là, sachant que quand on augmente le budget de fonctionnement et de personnel, on diminue de cette même somme le budget d'investissement. Donc, en fait, je voulais juste... Alors, je sais qu'il y a des absences, il y a des retraites en perspective, il y a toutes sortes de bonnes raisons. Ça, je le sais, je l'entends, je le comprends bien. Par contre, ce qui m'intéresserait, si c'est possible, c'est d'avoir peut-être pour peut-être une prochaine commission ou un prochain conseil,
ventilation. Pardon? La ventilation de... Ouais, la ventilation. Et ce qui serait intéressant aussi de montrer, c'est les retours, alors, parce qu'il y a des gens en maladie, effectivement, il y a des gens, toutes sortes de choses, de voir ce qui rentre, ce qui sort, comment ça se ventile, et en fait, à combien nous revient un agent à la commune. Divisé, en fait, très clairement, enfin, on fait une calcul très bête. On prend la somme totale, on divise par le nombre d'agents, et on regarde ce que ça nous coûte. J'aimerais bien. On peut le voir comme ça, c'est tout à fait réalisable. Ce que je voudrais dire sur cette année, qui est une année vraiment particulière en effet, c'est qu'il y a plusieurs leviers qui se sont activés. On avait crédité de mémoire une somme en effet intéressante d'augmentation potentielle de charges de personnel pour pallier à ces charges. En cours d'année, on a eu plusieurs leviers donc, qui se sont activés. Le premier étant l'augmentation de 3 points de la masse salariale, enfin de l'indice, qui a un coût assez important. Et là Philippe, je ne sais pas si tu as le chiffre, mais ça représente... Sur 1 million, ça fait 300 000. Enfin, je veux dire, ça fait 3,3 non. Non, mais ça fait 85 ou 100 000 euros d'augmentation de charges, 70 000 euros, pardon, dans un premier temps. Ensuite, il y a eu aussi l'arrivée, et là on rejoint ce qu'on vient de dire, notamment pour la pose des plaques, l'arrivée de notre conseillère numérique qui est payée par la commune et qui ensuite est remboursée par l'État. Donc voilà, un salaire aujourd'hui neutre, mais en effet, on arrive avec des charges de personnel supplémentaires qui nous est remboursé par l'État dans son dispositif de conseiller numérique, mais en effet, ça n'apparaît pas. Et puis ensuite, pour faire un point sur le troisième levier, qui était une inconnue, alors qui était budgétée, celle du médecin, parce qu'on savait combien on payait, on savait combien on payait de charges à côté. Là aussi, on n'avait pas du tout de notion de recette. Mais certes, pas pour placer le médecin dans un autre cadre que les autres salariés, mais il se trouve que celui-ci nous apporte beaucoup de recettes. Il y a un déficit. On l'avait dit, la première année, la deuxième année, il y a un déficit, c'est clair, c'est assumé, mais cependant, on a plus de 60-70% de recettes. Donc, on est intéressant, et c'est en ça que ça serait vraiment primordial de pouvoir tous bien comprendre que là, on en arrive à une somme assez importante d'augmentation sur cette DM numéro 2, qu'on n'avait pas envisagé. Se trouver avec le point d'indice des agents communaux, et ça pour toutes les communes, les Abrets comme toutes les autres, viennent, je ne vais pas dire subir, parce que certes c'est ce qu'on pourrait voir par rapport au budget, mais je crois que pour les agents c'était vraiment nécessaire d'avoir cette revalorisation, et notamment pour les bas salaires. Donc il y a un réel impact, parce que 3 points étant la moyenne avec le revenu qui arrive, le minimum qui arrive au SMIC également, donc qui est variable. Donc il y avait un réel besoin, et en ça les collectivités devaient y répondre. Ça vient gréver le budget, et à partir de là, il faut qu'on arrive à savoir ce que l'on veut faire. Le choix a été fait au même titre sur les services techniques. Donc voilà, les 3 premiers leviers, on a dit augmentation du point d'indice, conseiller numérique, et retour du médecin, retour fiscal sur le médecin. Et puis ensuite a été fait le choix dans les services techniques de remplacer, de conserver un effectif et de professionnaliser. Donc quand on a un arrêt maladie, on remplace. Quand on a un départ à la retraite, on anticipe. Et là, bien sûr, quand on a 2 mois, 3 mois, 4 mois de doublon, c'est un salaire supplémentaire. Le choix a été fait autant que possible d'anticiper pour se laisser le plus grand choix justement au niveau des professionnels que l'on va pouvoir accueillir à la commune. Plus on arrivait à s'y prendre en amont, plus on arrivait à prévoir, et plus les équipes tournent. Et je crois qu'aujourd'hui, alors évidemment c'est subjectif parce que sans doute je vois ça avec mes yeux de mère, mais on a quand même une équipe au niveau des services techniques qui est ambitieuse, qui fonctionne, et il serait aussi très intéressant de voir tout ce qui a été fait cette année
en interne et qui potentiellement auparavant, il y a encore 1 ou 2 ans ou 10 ans, passaient dans les frais de fonctionnement en prestations d'entreprises extérieures ou d'investissement même, ou d'investissement d'entreprises extérieures. Ne serait-ce que le bâtiment et les vestiaires du jeu de boules, des jeux de boules et du boulodrome peuvent en attester. Donc voilà, il y a eu des choix qui ont été faits, de pouvoir se prémunir de tout risque au niveau des services techniques également. Et de fait, eh bien, c'est vrai que cette année, on se retrouve à devoir faire cette décision modificative, mais qui a, et François l'a dit, Philippe l'a dit, mais qui a de la recette en face, et c'est ça le plus important. Du coup, je me permets de redemander, si c'est possible, d'avoir un ordre d'idée de ce qui rentre, de ce qui sort, de ce que représente. Alors, la masse salariale, ça a un sens dans le sens global, mais ce qui serait intéressant de savoir, c'est juste pour faire un calcul très con à la fin, parce qu'en fait, Benjamin disait tout à l'heure que pour tondre le futur truc qu'on a récupéré officiellement aujourd'hui, ça va nous coûter pas cher. Mais en fait, je voudrais savoir combien ça va nous coûter, hein, parce qu'une heure de tondeuse, ça ne nous coûte pas une heure de tondeuse. C'est la tonte, il y a la DRH qu'il faut payer, il y a tout ça. Et ce que je voudrais savoir, c'est en fait les économies, où est-ce qu'on va les trouver? C'est juste ça. Alors, les économies, on va déjà essayer de ne pas dépenser plus. Oui, je sais. Ce qui ce sera déjà bien. Aujourd'hui, il y a 1 an, on ne pensait pas que les salaires allaient augmenter. De 3,5, je sais. On ne sait pas que les frais généraux allaient augmenter, que la papeterie allait augmenter, que le fuel allait augmenter. Sur les 200 000, il y a 70 000, je suis d'accord, qui sont inhérents au... C'est pour dire que l'anticipation, alors pour l'année prochaine, l'anticipation, c'est déjà dire que sauf opportunité de postes subventionnés ou subventionnables, normalement, on restera à effectif constant. Équivalent. Sachant que par rapport à la strate, on est très en dessous. On est très en dessous. Je sais. Donc, c'est ce qui nous permet d'investir. Ce qui nous permet d'avoir un budget d'investissement relativement important et de bonnes perspectives. Il est vrai que la construction du budget 2023 va être quand même un petit peu plus compliquée parce que toutes ces anticipations, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, entre guillemets, sur les fluides, sur un certain nombre de choses. Bon, on a des réflexions à faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est très ambitieux en termes d'investissement, mais l'investissement, c'est des non-dépenses de fonctionnement. Donc, et là, on est devant une réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a encore du mal à pouvoir savoir exactement quels sont en matière de fluide, par exemple, en matière d'énergie et tout ça, on en est à 70% d'augmentation. Enfin, on a reçu des informations comme quoi... alors je ne sais pas s'il va y avoir des plafonds, si l'État va aider les collectivités locales, on n'en sait strictement rien, parce que le matin, on nous annonce des grandes largesses, à midi, on ne sait plus, puis le soir, on fait de la rigueur. Et donc, c'est dans la construction du budget de 2023 se fait dans des conditions comme ça. Et toutes les communes s'arrachent un peu les cheveux aujourd'hui. Ou alors on emprunte, c'est facile d'emprunter, on emprunte, mais ce n'est pas forcément la meilleure des solutions non plus. Parce que je rappelle qu'un emprunt, il faut le rembourser. Donc, ça c'est... Espérons tous que notre taux d'imposition spécialement bas restera longtemps. C'est exactement ça, parce que finalement, ce qui importe, là, quand on parlait de la strate tout à l'heure, on est très en dessous de la strate, en tout cas dans la strate des communes qui ont le même potentiel habitant que nous et à peu près les mêmes conditions de ressources que nous. En effet, on est bien en dessous au niveau du personnel et des frais donc de fait personnel. Par contre, au niveau du service, je pense que les amendes Dauphiné, quand même, on est bon. On est quand même pas mal, quoi. Excellent. Et on va vers le mieux. On arrive à faire des choses. Pour faire un petit point, on parlait de l'adressage et j'en reparlerai en questions diverses. Faire un point sur l'adressage. Aujourd'hui, on a réussi à proposer quand même d'atténuer la difficulté pour beaucoup en ayant quelqu'un qui est à leur disposition pour les aider à remplir ou à remplir même directement pour les personnes. On a
un médecin qui aujourd'hui pallie à la problématique du non-médecin de famille et du non-médecin référent qu'ont beaucoup d'habitants et beaucoup de nouveaux habitants qui voudraient venir sur le territoire. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui attire potentiellement l'habitant parce qu'il y a une offre médicale qui est disponible pour lui sur cette commune. Et ensuite, je parlais des services techniques qui aujourd'hui sont en vraie restructuration et qui réellement, grâce à l'implication de tous, en tout cas de tous ceux de ce service, ont vraiment réussi à devenir très efficients et professionnels. Donc voilà, la strate dit quelque chose. Nous, on a aussi une réalité qui est la notion de service et l'important était de garder une fiscalité inchangée. Donc il y a une augmentation de personnel sur une fiscalité inchangée qui n'a pas vocation aujourd'hui à être réévaluée. Et je pense que c'est ça qui est très important pour l'habitant. Si on fait mieux avec autant, eh bien c'est parfait, le contrat est rempli. Et en tout cas, c'est bien l'objectif. Voilà. D'autres questions par rapport à cette DM numéro 2 ? Je vous propose de la passer au vote. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Délibération numéro 7, création d'un poste pour le recrutement d'un agent d'animation et ASVP. Comme vous le savez, on a pu prendre un agent contractuel en février 2021 pour des missions d'encadrement de la jeunesse et d'ASVP, surveillance de la voie publique. Le fonctionnement sous contrat n'étant pas possible sur le long terme, il est donc proposé de créer un poste pour poursuivre les missions de surveillance de la voirie publique. L'agent aujourd'hui en question donne entière satisfaction au niveau de ces différents postes, qui est de la prévention et de la sécurité de la voirie, donc la SVP, et puis dans un second temps, qui est de l'animation et de l'encadrement, là où on veut aller encore plus loin. Donc avec pas mal d'opérations qui sont faites, et il sera peut-être intéressant de pouvoir présenter les actions qui ont été menées, notamment par la police municipale et également dans l'encadrement des jeunes et des actions jeunes sur la commune, sur la mission. Il vous est donc aujourd'hui proposé la création du poste pour titulariser cet agent dans ses fonctions. Voilà, pas de création de nouvel agent, un agent titularisé qui est déjà existant au sein des effectifs. On pérennise une dépense. On pérennise une dépense. En tout cas, on n'en crée pas. C'est déjà ça le principal. On la pérennise. On parlait de frais de personnel tout à l'heure. On pérennise une dépense. La fiscalité, enfin, la dépense, tout est une notion également de service. L'argent en finalité pour la commune est en effet un service. Et à partir de là, on pérennise le service. Et donc avec évidemment un salaire qui est lié pour l'agent, un salaire qui sort des caisses municipales. Oui, d'accord. Enfin, pérennise une dépense. C'est ce que je voulais te dire. On travaille à effectif constant. Donc, c'est vrai que le statut de la fonction publique fait qu'on est obligé de pérenniser ou alors on est obligé de changer. Oui. Donc, de temps en temps, il vaut mieux pérenniser une solution qui marche. Okay. C'est la raison pour laquelle ce poste, on va l'officialiser, sachant que ça ne coûte pas plus cher. Enfin, je sais pas, il y a peut-être quelques euros de plus, mais c'est pas dans le cadre d'une création d'un nouveau poste. Là, c'est une création de poste. On va voter pour une création de poste. C'est une création de poste en tant qu'il va devenir... oui, enfin, de pérenniser. C'est un poste mairie. Tout à fait. Voilà, c'est pas un contractuel, c'est pas quelqu'un qu'on prend pour un surprofessionnel, c'est un nouveau poste mairie. Voilà, okay, comme on a embauché on pérennise une dépense. Okay. Contractuel, par exemple, si tu veux en parler. Enfin, on pérennise une compétence. C'est ça que tu voulais dire. En compétence, une compétence, c'est un service. C'est les deux. C'est bien ça que c'est un ensemble. Tu voulais dire, oui, bien sûr. C'est une dépense avec un service. C'est mieux. S'il convient, c'est mieux que la dépense et du service en face. Quand même. Heureusement. Si le service convient, c'est parfait. Voilà, on pourra leur demander
Mix, on peut le noter peut-être d'avoir un petit descriptif des missions, parce que ça nous a régulièrement été demandé, hein, juste demandé par certains élus, voilà, de connaître un peu les missions et ce qui se passait sur la commune. Petit point rapide en aparté de cette délibération, voilà, la continuité également du réseau de vidéosurveillance qui avait été, que vous aviez voté au budget et qui va pouvoir être effectif dans quelques semaines, notamment sur la place Éloi-Cuchet et la rue Jules Ferry. Voilà. Ça, c'était prévu dans le budget d'investissement. Voilà, oui, bien sûr, le budget d'investissement. Allez, délibération numéro 8, modification du temps de travail d'un... oui, on vote. Ah oui, excusez-moi, c'est vrai qu'il faut... C'est vote. Alors, excusez-moi, qui s'oppose à cette création de poste? Qui s'abstient? Je vous remercie. Hop. Ouais, alors là, nous y voici. Délibération numéro 8, modification du temps de travail d'un agent. À la demande d'un agent, il convient de délibérer pour réduire le temps de travail du NATSEM induit par un réaménagement du planning d'entretien des locaux. Toujours pareil, dans les délibérations un petit peu génériques, remise à plat des plannings et notamment au niveau de celui du NATSEM qui a des heures d'entretien. Et donc pour régulariser tout ça, eh bien, il convient de prendre une délibération. Décider de porter à compter du 1er novembre 2022, de passer de 29h,83 heures, quand même très précis, à 28 heures, le temps hebdomadaire moyen de travail d'un emploi d'ATSEM principal première classe. Également. Vous pouvez Oui. nous expliquer ça? Je ne comprends pas bien ce truc. Comment? C'est le salarié qui demande de baisser le Temps de travail. Bien lui en prendre. En fait, elle ne faisait pas son quota d'heures et elle ne souhaitait pas être réaffectée sur d'autres tâches. Donc elle a demandé à réduire son temps de travail. Ah ouais. Et ne faire que du travail d'ATSEM et plus de l'entretien de locaux. D'accord. Voilà, donc à partir de là, il convient donc de réhabiliter le temps exact sur le poste. Et donc, il vous est proposé de passer ce poste d'ATSEM principal première classe à 28 heures par semaine au lieu des 29,83 heures. Donc, on va diminuer la masse salariale, François, là, assez drastiquement quand même. Et je sais que ça va te faire plaisir. Oui. Et pas qu'à toi, d'ailleurs. À nous tous. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Allez. Délibération 2022 GS09, déclassement par anticipation de l'espace vert du Guillet. Lors de la création du lotissement du Guillet, une partie des équipements publics a été rétrocédée à la commune. L'espace vert dit du Guillet est plus un délaissé de terrain qu'un espace vert. Aujourd'hui, il représente une superficie de près de 3000 m². Il est en pente et comporte en pente côté nord et comporte quelques bancs et quelques arbres. Enfin, un banc et 2 arbres. Considérant les équipements en disposition sur la commune et surtout la typologie du quartier avec des maisons comportant souvent des extérieurs importants, l'utilité de cet espace vert en tant que square et jardin communal pose question. À plusieurs reprises, s'est posé la question de la vente de ce terrain sans que la réflexion n'aboutisse. Considérant les investissements à venir, il est de nouveau évoqué l'intérêt de conserver dans le patrimoine communal des équipements peu utilisés. Il est donc proposé de procéder à la vente de ce terrain pour la réalisation probable d'un projet potentiellement immobilier compatible avec le quartier. Aujourd'hui, donc, ce terrain de 3000 m² est un terrain qui comporte peut-être 3 arbres quand même et un banc, au fond, on le voit. Et donc,
malheureusement pas réellement un intérêt pour le quartier, qui aujourd'hui est composé principalement de villas plutôt sympathiques et de belles parcelles. Donc il convient de retravailler quelque peu ces zonages, et pour pouvoir les retravailler et les requalifier potentiellement, eh bien, nous devons procéder au déclassement de cette parcelle en espace domaine public, communal. Des questions par rapport à ça? Ou est-ce que c'était assez clair dans la délibération? Est-ce qu'on vous la voyez à la... Hein? Ouais, ok. C'est un terrain constructible? Oui, il est aujourd'hui dans un quartier complètement constructible, ouais, complètement. Ouais. Faudra pas faire des grands immeubles, quoi. Alors voilà, l'idée de la commission urbanisme, l'idée de la commission urbanisme là-dessus, c'était de venir figer la volumétrie des bâtiments qui pourraient potentiellement s'y trouver, hein, pour si demain vous l'avez vendu. En tout cas, à côté de chez soi, on ne veut pas quelque chose d'imposant ou de polluant. Et donc, il semble normal, c'est ce qui a été présenté dans la délibération, que vu la typologie du quartier, il est important de respecter cette zone. Il n'est pas intéressant non plus pour les habitants d'avoir une zone qui, à côté, une partie de l'année, est complètement délaissée et qui potentiellement est en friche. On a pas mal de travaux à effectuer, me semble-t-il, au niveau potentiellement des voiries, des trottoirs sur la commune, peut-être sur ce quartier. Il convient de dégager à un moment de la ressource et de pouvoir équiper ces dents creuses correctement. Il faut qu'on puisse se laisser l'opportunité. Je crois que c'est important de se laisser l'opportunité de dégager ce terrain pour qu'il y ait des habitations conformes, et ça c'est très important à préciser, conformes à l'esprit du quartier. L'objectif c'est de le vendre, hein, c'est bien ça? Non, mais oui, l'objectif, c'est, en effet, on a un terrain de 3000 m² qui est tondu, tout simplement. Oui, non, mais et donc demain, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le valorise? Est-ce qu'on le valorise par le biais d'une aire de jeu et d'un city-stade proche des habitations qui ne trouvera peut-être pas son public dans le quartier, et en tout cas avec les voisins? Est-ce que on continue à ne rien en faire, à le tondre et à passer du temps à Jean dessus, ou alors est-ce qu'on continue et on avance vers la création peut-être de 2 villas, 3 villas, je ne sais pas, sur cet espace de 3000 m² qui peut complètement les accueillir d'ailleurs. Alors évidemment, il semble qu'un R+3 sur ce périmètre ne serait pas pertinent, on en convient. Et donc aujourd'hui, on a des outils, on a vérifié, hein, on a des outils pour contraindre la construction des terrains en tout cas qui appartiennent à la commune. On ne peut pas contraindre autre que le PLU sur des terrains qui ne nous appartiennent pas. Par contre, sur ceux qui nous appartiennent, on peut s'en saisir et en faire quelque chose de cohérent. Voilà. À vol d'oiseau, non, mais c'est pas si simple d'accès que ça. Exactement. Alors exactement, et là-dessus, je vous remercie. Je vous remercie de dire ça. C'est tout à fait vrai, et c'est bien pour ça qu'il y a la volonté d'arriver à vraiment créer des îlots verts, des îlots de fraîcheur qui sont très importants. Les îlots de fraîcheur, ils ont vraiment vocation à exister là où il y a une densité urbaine très importante, et notamment dans le centre-ville. Pour ça qu'on parlait notamment du terrain de la maison de retraite en entrée de ville, qui semble être un lieu intéressant, de pouvoir continuer à aménager des espaces comme cela, de continuer
à arriver à casser le goudron et le béton dans les cours d'école, sur certaines routes qui n'ont aujourd'hui pas de vocation à être utilisées par les véhicules, et d'arriver justement à développer de plus en plus ça en zones urbaines denses qui n'ont pas d'autres possibilités. C'est vrai que ce quartier-là, potentiellement, il peut être plutôt attirant parce qu'il y a de l'espace vert, parce que les maisons ont des superficies de 1000 m², parce qu'on s'y sent plutôt à l'aise. C'est pas la caractéristique urbaine qui est la plus prédominante de ce côté-là. Mais je suis tout à fait d'accord de dire, attention, on ne peut pas bétonner de partout. Et il faut y être vigilant. Et à un moment, eh bien, il y a des compensations à faire, et notamment en milieu dense urbain, sur l'hypercentre. Voilà. Et ça, c'est toujours très difficile à faire accepter à toutes les parties, parce que là où on pourrait faire pousser une forêt, eh bien, il y a un parking, et là où il y a une forêt, on voudrait faire un parking. Donc, évidemment, chacun voit ça de son point de vue, et c'est toujours très, très compliqué à rassembler les personnes. D'autres questions? Allez, on passe au vote. Qui s'oppose à cette proposition de déclassement par anticipation? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et nous sommes arrivés au bout de l'ordre du jour, excusez-moi, et on va pouvoir procéder tout de suite aux questions diverses. Questions diverses, messieurs, dames. Je reviens sur votre... J'ai appuyé. Je reviens sur votre façade, sur les façades. Vous avez émis l'idée d'améliorer un petit peu l'habitat aux abrets. Je pense que c'est quelque chose que vous devriez creuser, parce que c'est important quand même. Alors, Philippe va en parler. Hein. Pardon. C'est exactement l'éthique de la commission. Et le fait de reculer l'échéance aujourd'hui, c'est plutôt parce qu'il y a une grosse prise de conscience des élus, de l'État, des conseils départementaux régionaux, justement, sur ces aides à l'habitat, hein, et notamment à l'embellissement. Mais est-ce qu'en 2022, l'embellissement ne doit pas être conjointement effectué avec de la rénovation énergétique? Oui. C'est l'un des enjeux. Et donc c'est pour ça que la commission s'est donné un peu plus de temps pour creuser l'idée comment on va pouvoir faire avec des opérateurs partenaires pour faire en sorte que conjointement on arrive à améliorer le visuel qui est nécessaire. Le visuel est très très nécessaire pour qu'on puisse s'y sentir bien, et notamment l'habitant chez lui et le consommateur de la rue. Ça, c'est évident, parce que ne serait-ce que les choses propres font du bien à tous. Et ensuite, également, eh bien, forcément, pour l'habitant, il est important qu'aujourd'hui on le prémunise de cette problématique énergétique, et conjointement, eh bien, de venir apporter aussi une rénovation énergétique. J'ai peut-être laissé Philippe développer un peu plus là-dessus. Ouais, la problématique n'est pas forcément simple. On a effectivement hésité entre donner des aides uniquement pour de l'embellissement et donner des aides pour une rénovation énergétique de bâtiments. La problématique de rénovation énergétique de bâtiments, c'est que si on la fait sur une seule façade sur 4, ça ne sert à rien. Donc si on fait sur toutes les façades d'un habitat, ben, c'est 4 fois plus cher. Donc c'est 4 fois moins d'aide qu'on peut verser à la personne qui le fera. Donc on a cette quadrature du cercle à résoudre, qui n'est pas simple. Et effectivement, à cela s'ajoute la complexité des différents dispositifs qui sont mis en œuvre, qui sont activables ou pas en fonction des revenus, en fonction des personnes, en fonction des situations. Et aujourd'hui, on n'a pas au sein de la commune, on n'a pas d'agents qui seraient capables de traiter les dossiers pour les habitants. Donc on a repris le cheminement depuis le départ, en regardant un petit peu ce qu'on pouvait aussi obtenir de la part d'autres institutionnels, de façon à proposer un dispositif qui soit efficace. Parce qu'une rénovation énergétique, ce n'est pas négligeable en termes de budget, quel que soit le volume de l'habitation. Donc il faut quand même que ce soit significatif et incitatif. Et hormis cette incitation financière, la commune n'a aucun moyen pour forcer un propriétaire à procéder à une réhabilitation, une rénovation ou un embellissement. Donc le sujet est sur la table, on y travaille, et effectivement il faudra qu'on sélectionne aussi les secteurs sur lesquels on veut travailler en priorité.
Mais si ce sujet vous intéresse, vous êtes cordialement invité à participer à la commission développement durable. Volontiers. Et puis il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est que j'ai peur que les commerces, enfin il y a des commerçants là, ils vont savoir, que les commerces se déplacent de plus en plus vers la zone de Charancieux. Est-ce que vous n'avez pas, et on ne pourrait pas mettre quelque chose en route de façon à les empêcher, enfin de... Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce que vous... Ouais. Est-ce que vous trouvez que les commerces sont partis à Charancieux? Moi, j'en connais un qui est parti. Un qui est parti, d'autres qui sont revenus. Et on a d'autres perspectives. Moi, je insiste sur le fait qu'aujourd'hui, on a deux secteurs complètement différents, avec l'un, Cœur de Bourg, qui propose des solutions, et l'autre qui est une zone industrielle et qui aujourd'hui, bien potentiellement, peut accueillir des enseignes. La limite économique de chacun vient dicter la volonté de là où on veut aller. Et on n'en est que dans la première année aujourd'hui, entre guillemets, de cette zone qui a eu son émergence, et puis également de politique commerciale. Donc je suis vraiment pas inquiet. De toute façon, on pourra pas interdire aux gens d'aller où ils se souhaitent. Hein. Mais c'est vrai que quand on voit le nombre de demandes qu'on a potentiellement de personnes qui veulent venir s'installer aux Abrets, hein, et quand je parle d'opticien, un opticien s'en va, on a eu 3 demandes d'opticiens du territoire pour venir s'installer. La problématique est le manque aujourd'hui de locaux capables d'accueillir. Et je crois que c'est vers ça que se situe notre solution. Je ne peux pas me permettre de dire non, évidemment, mais des grosses enseignes d'optique du territoire connues, hein, que ce soit sur les communes, en tout cas sur les villes adjacentes, ont souhaité également soit se déplacer, soit développer une seconde activité sur ce territoire-là. Donc il n'y a pas de problématique. Par contre, en effet, ce qu'attendent ces enseignes, et je parle également de gros magasins de chaussures, potentiellement, de magasins de téléphonie, voilà, c'est d'avoir des locaux qui sont capables de faire en sorte que ces commerces puissent tourner. Et aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup de locaux qui sont vieux, beaucoup de locaux qui sont petits, parcellés, mal agencés, et c'est là-dessus où il faut qu'on arrive avec les propriétaires à travailler ces solutions pour arriver à gagner en efficacité. Et je crois que ça fonctionne encore parce qu'on voit une certaine dynamique à ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a des commerces qui vont souhaiter se déplacer. Il y en a d'autres qui sont partis des Abrets, qui sont allés ailleurs. Il y en a d'autres qui sont partis d'ailleurs pour venir aux Abrets. Malheureusement, c'est le va-et-vient. Demain, à nous, les élus, d'être vigilants et d'amener une vraie politique au niveau commercial. C'est là-dessus qu'on peut se rejoindre. Mais c'est pas vraiment la zone de Charancieux qui m'inquiète. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, malgré le nombre de cellules commerciales qui s'est créé à Charancieux en 3 ans, l'impact n'a quand même pas été terrible, finalement, pour la commune. Je suis convaincu que la vraie force des Abrets au centre, c'est d'avoir justement du parking disponible tout le temps. Et c'est ça qui, à mon avis, permet notamment à nos commerces de tourner. Et puis aussi les anciens qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas de véhicule, qui sont contents de pouvoir venir au centre pour pouvoir faire leurs courses. C'est un ensemble. On attend 2 choses différentes. Des commerces, c'est sûr que on devra toujours aller à Intermarché ou à Carrefour. Ensuite, il y a 2 types de commerces très très différents. Et je crois surtout ce qu'il faut sacraliser, c'est le commerce présentiel en centre-ville. Après, il faut aussi être vigilant. Quel qu'en soit le local et quel qu'en soit le parking, c'est pas tout à fait ça le problème. Le problème, c'est d'avoir des acheteurs quand on a un commerce, d'avoir des personnes qui viennent consommer. Et je crois que c'est surtout ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en adéquation. Voilà. Pour les questions diverses, est-ce qu'il y en a potentiellement d'autres? Moi, je voulais faire un petit point sur l'adressage qui a été un moment et qui est toujours un moment lourd pour l'administré, qui est un moment très lourd également pour la commune et les agents communaux. Alors, je lis beaucoup de commentaires sur Facebook, sur un
peu le site internet et des mails. Je ne sais pas quel habitant pense sincèrement que la commune a fait ça par plaisir, quoi. Enfin, je veux dire, à moins de vraiment être collapsologue, au-delà de... Enfin, je ne vois pas dans quelle mesure la commune aurait pu faire ça par plaisir. Donc, à partir de là, il y avait des obligations de devoir mettre en conformité les adresses, les impasses, de passer au métrique pour le développement de la fibre, parce que bon, quelquefois on est un peu schizophrène, on veut tout à la fois et l'un contre l'autre, mais à un moment, si on souhaite avoir la fibre, il faut qu'on puisse passer au métrique. Et de fait, on devait passer une grosse partie du périmètre dessus. Alors, quand je dis ça, je ne remets pas en cause le fait que c'est franchement encombrant, pour employer un terme poli, c'est franchement encombrant et ennuyeux de devoir tout changer. C'est vrai, c'est indéniable. Pour ceux qui n'y arrivent pas ou qui ont de la difficulté, eh bien, il y a quelqu'un à la mairie qui est là pour les accompagner, qui est là pour les aider. Il y a un petit peu de délai parce qu'elle est très prise, mais enfin quand même, sous 15 jours, elle peut venir vous apporter des solutions sans aucun problème. Mais surtout, je ne sais pas si beaucoup de gens nous regardent, nous écoutent, mais ne pensez pas que les élus font ça de gaieté de cœur, de changer les adresses et de se dire cette semaine on va faire tel jeu et tel jeu. Pas du tout. Il y a une obligation, on doit y répondre. Ça coûte très cher aux élus, enfin très cher à la commune, ça coûte très cher en agents, en services, en humains, parce que malheureusement quand on envoie des personnes pour changer une plaque, elles n'ont pas du tout d'obligation à le faire, et quand elles sont mal reçues par des personnes, c'est tout simplement du non-respect, de la bêtise, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais je vous demanderai quand même de respecter les agents qui arrivent pour changer les plaques chez vous où vous la posez. Et puis voilà, pour ceux qui ont toujours des grandes idées et qui pensent que les élus font ça pour les embêter, qu'ils sachent vraiment que c'est pas vrai du tout, hein, que c'est la loi, c'est la règle, on l'applique, on essaye d'avancer, et franchement, si on avait pu éviter de le faire, eh bien, on aurait fait en sorte que ça nous tombe pas dessus. Donc ça, c'est un peu comme un PLU, il faut le passer en début de mandat. J'espère que ça va pouvoir aller vite et que les choses se feront bien et que tout le monde se feront bien à leur nouvelle adresse, à leur nouveau nom, et qu'il n'y aura pas d'incidence. Voilà ce que je voulais dire, parce que c'est vrai que c'est un peu long, quoi, de recevoir toujours les mêmes phrases tout le temps, quoi. Bonne soirée à tous. Merci.